Notre modèle économique est à un tournant. On a souvent visé le court terme, c'est-à-dire que tant qu'il y avait un bon filon, l'exploiter à fond, sans s'occuper de la ressource qu'on avait. Et notamment ma génération, dans les 30 dernières années, on a passé pas mal de temps à créer de la valeur, mais en se posant pas toujours les bonnes questions. Voilà, à quoi ça va servir, quel va être l'impact, etc. Longtemps, économistes et industriels ont assuré que laisser faire cette économie néolibérale ne pouvait être que bon pour l'humanité et notre bien-être. Mais aujourd'hui, la planète nous montre la facture. Le modèle dans lequel on est, c'est un modèle alors très rapidement, c'est un modèle de croissance absolue. Or, on vit dans un monde aux ressources limitées, donc on peut, je veux dire, c'est presque mécanique. On ne peut pas continuer à dire aux gens consommer, consommer, on continue à extraire. À un moment donné, on ne peut pas tirer de la terre ce qu'elle ne nous donnera plus. Plus qu'une source négative de désespoir et d'anxiété, nous voulons voir les dangers actuels comme une source positive de changement et d'action. Pour une mentalité entrepreneuriale, c'est un défi qui est passionnant en fait, de dire on va tous ensemble, avec des nouveaux modèles économiques, baisser nos émissions carbone, respecter notre environnement. Nous devons, en tant que pouvoir public, être à leur côté et de pouvoir réorienter aussi les investissements pour permettre justement que ce soit ceux qui s'investissent dans la préservation de notre planète, mais qui soient récompensés. À l'échelle de l'histoire, en fait, on voit bien que l'industrie a eu un rôle important dans la destruction de notre environnement ou dans le réchauffement climatique. Et donc aujourd'hui, les entreprises doivent être des partenaires. Et si on veut aller vite et si on veut aller loin, on a besoin de travailler avec les entreprises. Longtemps, l'économie ultralibérale a proclamé « Sky is the limit ». Aujourd'hui, notre objectif est « Earth is the limit ». Et vous savez quoi? Il nous mènera beaucoup, beaucoup plus loin. Transition économique, « Earth is the limit », c'est le titre de notre émission. À Bruxelles, Barbara Tract porte la transition économique jusque dans le nom de son job. La secrétaire d'État écologiste a une mission. On va aider ces entreprises à devenir durables, à devenir responsables sur le plan social et sur le plan environnemental. Certaines sont déjà lancées. C'est le cas de Urbike, qui fait de la livraison à vélo à Bruxelles. Un projet né, comme souvent, d'une rencontre. Delphine, Philippe et moi-même dans un bureau d'études qui s'appelait CityLab, un bureau d'études en logistique urbaine, où on accompagnait des villes dans des projets de transformation et de transition logistique très concrets. On mettait en place des expérimentations pilotes. On s'est rendu compte qu'il manquait un acteur comme Urbike pour très concrètement pouvoir déployer des modèles alternatifs, notamment à vélo. Et donc c'est ce qui nous a donné envie de nous lancer dans cette expérience entrepreneuriale et donc de passer des rapports, de la consultance et des tests pilotes à vraiment une aventure humaine et entrepreneuriale. Urbike s'est créé sur un constat, sur une bonne idée. Un colis peut faire des milliers de kilomètres avant d'être livré à destination. Et pourtant, le dernier kilomètre qu'il va faire dans une ville, donc jusqu'à être livré chez son destinataire, est parfois le plus coûteux. Il peut représenter jusqu'à 30%, voire 50% des coûts de la livraison. Parce que, en fait, le dernier kilomètre, donc la zone urbaine où on doit distribuer, est la zone où il y a plus de contraintes. On a de la congestion, on a une grande diversité d'usagers, on a des infrastructures, voire des routes qui ne sont pas toujours dimensionnées pour des grands véhicules. Et donc l'enjeu d'améliorer ce dernier kilomètre, c'est d'améliorer l'efficacité de la livraison bien sûr, mais aussi de réduire les externalités négatives générées par nos activités de transport. Puisqu'effectivement, chaque camionnette, chaque camion qui livre en ville génère de la pollution, génère potentiellement des accidents, dégrade la qualité de l'air et donc a des implications sur la santé, sur le bruit, etc. Aujourd'hui, Urbike, c'est 40 travailleurs et 150 000 livraisons par an. L'objectif d'ici 3 ans, c'est de quadrupler notre volume d'activité et de tripler nos effectifs. Donc évidemment, ça ne se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique. On doit investir dans les ressources humaines, dans les équipes, dans l'informatique, dans les hubs, dans tout ce qu'on voit derrière moi en plus grand. Vous l'entendez, il y a une vraie ambition. Mais Urbike est une société coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bénéfices générés par l'entreprise profitent d'abord à la coopérative et aux travailleurs avant de profiter au capital. Urbike doit avant tout construire et grandir en se centrant sur les besoins essentiels des travailleurs et de l'entreprise. Respecter les travailleurs, ça paraît évident, pourtant il y a énormément de précarisation dans le secteur. J'ai commencé par travailler chez Deliveroo avant d'arriver chez Urbike et clairement c'était le jour et la nuit. Quand on passe de coursier de plateforme où on est vraiment un numéro, où on dépend d'un algorithme dont on ne sait pas très bien ce qu'il fait avec nous, alors qu'on arrive chez Urbike, on est pris en charge, on est formé. On ne le fait pas uniquement par utopie ou par considération, même si c'est évidemment des valeurs importantes pour nous, mais quand on respecte les travailleurs, quand on leur permet de se former en continu, qu'on les écoute, qu'on les intègre dans le projet, qu'ils sont conscients des objectifs,
évidemment qu'ils travaillent mieux, évidemment que la qualité de service est plus élevée. Et donc effectivement, nous on a une responsabilité sociétale à développer de l'emploi qui est de qualité, mais aussi on a un intérêt économique et business en termes de compétitivité à fournir le meilleur travail possible. Et aujourd'hui, on a tous nos clients qui nous disent qu'on est leur meilleur prestataire. Aucun emploi ne peut être durable sans une rémunération juste. C'est cette conviction qui rend fière notre députée européenne Saskia Brikmont d'une belle avancée survenue à la fin de l'année dernière. On a enfin adopté une directive sur le salaire minimum européen avec l'obligation pour tous les États membres de fixer un salaire minimum en fonction du niveau de vie dans chaque État membre. Ça va toucher plus de 25 millions de travailleurs en Europe. Revenons à Bruxelles, où une élue locale s'efforce aussi de promouvoir une livraison à vélo dans sa commune. Tester la livraison à vélo comme alternative à une livraison en voiture, on va dire. Et donc on a mis à disposition un petit subside à Urbike pour que les commerçants puissent avoir les premières livraisons gratuites et tester le concept. C'était une manière de proposer un système de livraison et de soulager les familles et les gens qui n'ont pas le temps de faire leurs courses correctement de manière responsable et respectueuse de l'environnement. Partons maintenant à la rencontre de 3 entrepreneuses qui montrent la voie depuis plusieurs années. Ce qui me touche le plus, c'est évidemment des très petites entreprises, surtout par exemple tenues par des femmes. En fait, j'adorais mon boulot, mais j'avais besoin de quelque chose en plus. J'avais pensé d'abord à une librairie, mais je voulais mêler en fait le plaisir culinaire et le plaisir de la lecture. Et donc je me suis dit, un café littéraire. Et qui apportait de plus le côté éco-responsable, parce que je crois qu'il est temps que tout le monde fasse un petit geste pour la planète. Et le millefeuille, il est éco-responsable de plusieurs manières. D'abord, il y a les livres de seconde main, donc c'est toujours de la réutilisation, c'est une économie circulaire. Puis ensuite, le plus important, c'est la nourriture. C'est toujours cuisiné à base de produits locaux et de saison. Et donc on a des fournisseurs qui viennent de Bruxelles et du Brabant wallon, des environs. Donc on essaie vraiment d'être le plus locaux possible et aussi en fait de faire travailler l'économie locale. Donc par exemple nos brasseries sont bruxelloises. Notre fournisseuse de thé, elle vient de Soigny. Notre café, il est torréfié à Drogenbos ou à Vilvoorde, je ne sais plus, mais dans le coin. Tout ce qui est vaisselle, récup, les chaises, les tables. Donc là encore une fois c'est du réusage et on essaye de gaspiller le moins possible. Donc par exemple l'assiette de légumes, une fois que la journée est terminée, plutôt que de l'acheter, je la transforme en soupe par exemple. On essaye vraiment de limiter au mieux nos déchets et c'est d'ailleurs pour ça que nos plats à emporter réutilisables, ça limite énormément les déchets, on n'en a quasi pas. Et dans cet atelier, je fabrique, en tout cas conçois, des articles zéro déchet, donc essentiellement des culottes menstruelles, des couches lavables et des serviettes hygiéniques lavables. Après, on a toute une autre gamme comme les lingettes, les sacs à vrac, etc. On a actuellement environ 250 points de vente dans toute la Wallonie, à Bruxelles, et j'ai aussi un site internet, donc www.larenart.be, où on peut aussi aller acheter tous nos produits. Il y a moi qui suis à temps plein, et ensuite on a 3 autres personnes qui sont chacune à mi-temps dans la société. J'ai commencé par un graduat en informatique de gestion, donc j'ai fait un tournant à 360 degrés au niveau de ma carrière professionnelle en janvier 2018. Alors ce tournant il a été amorcé vers 2010 quand j'ai eu mon premier enfant. Je me suis rendu compte qu'on jetait énormément de choses, qu'un bébé ça générait énormément de déchets en termes de couches lavables, de lingettes, etc. Et donc j'ai eu l'envie de lui créer des couches lavables qui étaient adaptées à ses problèmes de peau. Donc il faut savoir que mon fils avait des allergies aux produits synthétiques. Il a fallu attendre presque 8 ans pour que je me dise « Ok, maintenant je me lance comme indépendante, j'ai des prototypes qui fonctionnent, on va les vendre sur le marché ». Pour la plupart des entrepreneuses et entrepreneurs que nous avons rencontrés, la transition économique n'est pas seulement environnementale, mais aussi sociale. Quand j'ai lancé la Renart, j'ai voulu absolument avoir cet aspect social, donc la fabrication belge était quelque chose de très important. Et donc je me suis vite rendu compte que si je ne me faisais pas aider par des vrais ateliers de couture équipés de manière professionnelle, ça n'allait pas fonctionner comme je l'espérais. Et donc je me suis tournée vers les ateliers de travail adapté, donc ces fameux ateliers qui emploient des personnes en situation de handicap. Actuellement, j'ai 2 ateliers qui travaillent avec moi, donc un ici, pas très loin, à Bienne-les-Apart, donc on est à 5 minutes. L'idée de Magazzino repose sur le principe de l'économie circulaire, à savoir réutiliser des éléments de décor dans les secteurs culturels et événementiels.
On propose en tout cas aux boîtes de production qui produisent autant de déchets de les récupérer pour les remettre en circuit. On ouvre les portes de notre entrepôt pour pouvoir reprendre cette matière, la reconditionner de manière correcte, pour pouvoir la revendre ou alors la relouer. J'ai beaucoup travaillé pour des événements comme des défilés, des mariages, des événements qui peuvent durer même que 10 minutes ou peut-être une journée, disons, mais pas plus, pour lesquels on fait une production de décors qui est assez conséquente parce qu'il y a des gros budgets et que la matière, elle doit être exceptionnelle, jamais vue, à la pointe, etc. Et tout ça, monté et démonté en 2 jours de vie, voilà, je commençais à avoir un petit peu du mal en fait à voir toute cette matière qui part ben après ben. Et donc voilà, avec ma partenaire Maud, qui elle est plutôt spécialisée dans le décor de cinéma et théâtre, elle avait exactement le même constat tout en étant dans un autre milieu, donc des bennes qui partent de décors qui a duré très peu de temps. Donc voilà, on s'était dit, c'est le moment en fait, si personne ne le fait, pourquoi on n'essayerait pas. Ça, c'est des caisses de transport. Qui ont été utilisés pour transporter des œuvres d'art. Et donc dans l'idée ici, c'était de récupérer des caisses déjà existantes, adapter un peu l'intérieur pour pouvoir les réutiliser dans un nouveau transport, ou bien peut-être carrément les détourner dans un projet. Plus on travaillera sur des matériaux recyclés, sourcés dans des espaces existants, plus on va commencer à concevoir en fait des espaces en tenant compte du fait qu'on va pouvoir les réutiliser une seconde fois. Donc on va essayer de moins les coller, on va plus les visser, on va penser à pouvoir les redémonter, les réutiliser. On reste dans l'économie circulaire avec Restore à Tubize. Cette coopérative collecte les encombrants dans les reciparcs du Brabant wallon et chez les particuliers. La plus grande partie sera recyclée par Récupel, mais une autre partie est revendue dans 2 magasins, parfois après réparation dans le cas des machines à laver. On répare des gros électroménagers qu'on revend ensuite avec une garantie d'1 an. On a un label de qualité qui nous oblige à certaines procédures de réparation et on les vend, on va dire, 1/3 du prix du neuf. On produit plus ou moins, on va dire, un petit entre 800 et 1000 machines par an. Il y a vraiment une demande des clients en fait. On n'arrive pas à faire du stock, les machines s'en vont de suite. On répare plus ou moins un petit pourcent des machines qui sont collectées. On a quand même créé une vingtaine d'emplois stables à durée indéterminée. Maintenant, on aimerait bien faire plus puisque le but de la société est justement de créer de l'emploi. Les bénéfices qui vont être dégagés vont être réinvestis entièrement dans l'entreprise en vue principalement de créer de l'emploi pour des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. En effet, il y a une activité économique qui sert du social et de l'environnemental. L'objet environnemental, c'est de collecter un maximum d'objets qui, à l'origine, étaient pour la poubelle. L'objectif social, il est double aussi. Je l'ai expliqué pour les personnes qui travaillent ici, mais c'est aussi parce qu'on vend des biens à un prix qui est assez abordable. Stock petit électro, qui vont être rassemblés et puis un semi-remorque va venir les chercher pour les emmener chez le recycleur. Ce petit électro, on n'en prélève absolument rien parce que c'est pas une collecte préservante. Donc comme on peut le voir, tout ce qui est dans la partie inférieure du box forcément est écrasé par ce qu'il y a au-dessus. Et par ailleurs, le petit électro, au niveau de la réparabilité, il est extrêmement compliqué. Et pour rendre plus d'objets réparables, notre ministre de l'Environnement a proposé une solution. Le projet de loi vise à ce que dans les magasins, pour certains produits, je l'ai dit, laptop, téléphone, aspirateur, machine à laver, etc., il y ait une information qu'on appelle l'indice de réparabilité, qui est en fait un score entre 0 et 10, qui vous donne l'information sur la capacité de réparer ou pas ce produit. Donc plus le score est élevé, plus vous pouvez réparer le produit. Et donc ce score, il est composé de différents éléments, par exemple la disponibilité des pièces pour réparer votre appareil. C'est aussi le prix de la pièce. Alors, c'est pas tout qu'elle soit disponible, mais si elle coûte 3 fois le produit, autant racheter le produit. À travers l'information du consommateur, l'idée est d'orienter son choix de consommation
et par là même, en cascade et en conséquence, faire en sorte que les objets qui soient les moins réparables disparaissent petit à petit du marché et incitent les fabricants à faire en sorte que ce soit des produits réparables. Un débouché majeur de la transition économique est le secteur de la construction. On parle d'éco-construction. Hervé nous décrit la maison où nous l'avons rencontré. On n'a pas de fondation, on a simplement des pieux vissés qui supportent l'ensemble du bâtiment. Et puis les matériaux, c'est des matériaux en bois. Les grumes, c'est de l'IPCA qui vient de plus ou moins 50 km de l'usine. Et le sol, le parquet, c'est en être et vient d'une dizaine de kilomètres de l'usine. L'isolation, qui est une isolation paille, vient également d'une dizaine de kilomètres de l'usine. Mais l'écologie peut-elle être industrielle? Nous avons été chercher la réponse à Sambreville. On a rénové cet ancien bâtiment de 6000 m² et on y produit le premier panneau isolant thermique qui est fait à base de fibres d'herbe. Voilà. Aujourd'hui, là sur la ligne, vous avez 8 personnes qui travaillent en équipe. Et Gramitherm, c'est à peu près, avec toutes les fonctions, on est 20 personnes. On va être durable et écologique pour 3 raisons. La première, c'est le choix de la matière première. On va faire nos panneaux en utilisant de la fibre d'herbe, de l'herbe naturelle. Voilà, de l'herbe qui vient des canaux, de l'entretien des zones humides, d'aéroports. Donc c'est une biomasse perdue. Deuxième élément et deuxième raison de la durabilité de Gramitherm, on va utiliser très peu d'énergie grise. Faire des panneaux biosourcés, c'est consommer très peu d'énergie. Et donc effectivement, on va avoir un meilleur bilan carbone que les laines minérales et les produits chimiques de la vieille industrie. Et troisièmement, vous avez vu sur la ligne que les lisières de coupe sont entièrement recyclées. On met en place le même process avec nos chantiers, avec nos gros clients. Les panneaux qui ne sont plus utilisés ou les découpes sur chantier, on va les recycler. 1 kg de panneaux Gramitherm piège 1,5 kg équivalent de CO2. C'est un concept encore une fois local, régional. On a retapé un vieux bâtiment et on n'a pas construit. Et aujourd'hui, tous les gens que vous avez vus sur la ligne sont des gens qui viennent à 5-6 km à la ronde de l'usine. Aujourd'hui, globalement, on est trop dépendant de biens qui sont produits à l'autre bout de la planète, dans des conditions sociales qui sont inacceptables. Le Covid, notamment, nous a démontré que c'était trop fragile. Donc relocaliser notre économie, ça permet non seulement de créer de l'emploi ici, de créer des biens qui sont produits dans des conditions qui sont socialement justes, ça permet de réduire l'impact environnemental. Comment Barbara Tract et son administration comptent-elles aider les entreprises à participer à la transition économique ? On va les soutenir, les encourager, les mettre en réseau, les accompagner, les financer, les accueillir sur notre territoire pour nous permettre tous ensemble d'atteindre ces objectifs environnementaux. Plusieurs de nos entrepreneuses et entrepreneurs ont déjà bénéficié d'aides. À Bruxelles, il y a beaucoup d'aides pour les jeunes entrepreneurs. On était notamment suivis par Village Partenaire, qui est un guichet d'économie locale à Saint-Gilles et qui est spécialisé dans le côté éco-responsable. Donc il nous aide vraiment à monter un plan financier, un business plan hyper costaud. Et après Village Partenaire, on va jusqu'au Hub Brussels, qui est plutôt l'organisme régional, qui eux sont plus carrés, mais donc donnent des directions plus fortes et qui nous aident aussi à obtenir la première bourse qui est Open Soon et qui nous aide à avoir les 9 premiers mois de loyer gratuit, ce qui aide beaucoup quand on se lance. Une enveloppe financière qui était hyper intéressante et qui nous a permis vraiment de démarrer ce projet dans une démarche de recherche et développement qui était très intéressante. Ça a été vraiment crucial dans le lancement de l'activité. Moi, je suis aidée par Job Yourself, qui me propose un système d'accompagnement qui est assez super, puisqu'à la fois il me coach pour m'apprendre le métier vraiment d'entrepreneur, et puis ils me permettent de continuer de bénéficier de mes allocations de chômage, le temps de vérifier que ce projet est viable. Ensuite, Urbike, tout au long de son parcours, a beaucoup bénéficié du soutien en termes de conseils et d'accompagnement d'organismes comme Hub Brussels. On a aussi eu droit à la bourse Bicirculaire qui est octroyée aux commerces justement comme nous, éco-responsables, notamment par les livres, par le travail avec des producteurs locaux. Donc ça, c'est une bonne bourse de 5 000 € qui aide vachement aussi au début. Et bien évidemment, en termes de capitalisation, on a aussi bénéficié du soutien de Finance Brussels. Mais qu'attendent encore les entreprises des pouvoirs politiques ? Dans le cadre d'un marché public, on a un certain nombre de points qui nous permettent d'obtenir le marché. Alors souvent, il y a le prix, évidemment, mais il n'y a pas que le prix.
le fait d'avoir, il y a un coefficient qui nous permettrait en fait d'être privilégiés à prix égal, d'être privilégiés parce qu'on crée de l'emploi pour des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi et parce qu'on pourrait même l'imaginer, d'avoir des clauses environnementales dans les marchés publics. Si la Wallonie, dès le départ, dans ses cahiers des charges, que ce soit les cahiers des charges publics pour ses propres bâtiments, mais aussi pour les bâtiments qu'il subsidie auprès des communes ou des provinces, donner une obligation de construire avec des écomatériaux, ce serait parfait. Ici au Millefeuille, on essaie de garder un prix pour les clients qui est raisonnable. Donc malheureusement, on doit rogner sur nos marges et ça devient compliqué de dégager des salaires, par exemple. Et donc si justement il pouvait y avoir de la TVA un peu moins élevée sur certains produits, ou si nous, en vendant certains produits justement éco-responsables, on était moins taxés, ça nous aiderait grandement. Notre objectif, c'est d'orienter les investissements vers ce qui est justement le plus intéressant d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique. Ça, pour moi, ça c'est vraiment le cœur du cœur. Au-delà des ressources financières ou infrastructurelles qu'une entreprise peut bénéficier de la part du secteur public, les entreprises comme les nôtres ont besoin d'une vision et d'un cap. On a besoin d'une politique extrêmement claire, je pense à la shifting economy. D'un point de vue économique, quel est l'avenir de nos entreprises à Bruxelles? Quel est l'avenir de l'économie? L'économie doit être au service de quoi? Informer la population, les professionnels, pour leur montrer que les écomatériaux, c'est vraiment des matériaux de qualité, efficaces et efficients. Les obstacles restent évidemment nombreux. Résistance au changement et crises successives en tête. Le principal frein, c'est l'inertie du marché du bâtiment. Les bureaux de contrôle, les constructeurs, les promoteurs, bon nombre sont encore dans un raisonnement du passé. Il y a toute une série, surtout chez les plus jeunes entrepreneurs, qui sont totalement convaincus. Donc quand ils créent une nouvelle entreprise aujourd'hui, elle s'inscrit totalement dans les objectifs climatiques, les objectifs sociaux qu'on doit avoir, et c'est génial, ça donne beaucoup d'enthousiasme. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, il y en a encore certains qui se disent que voilà, ce qui compte, c'est surtout le business as usual, c'est continuer à faire de l'argent comme on en a toujours fait. Et là, il faut aller convaincre, mais c'est pas toujours facile. On est parfois face à des conservatismes, en fait. On n'a pas trop de visibilité sur ce qui va se passer, donc tout le monde est un peu précautionneux par rapport aux dépenses. Ces difficultés liées à la hausse des prix de l'énergie, etc., on se rend compte maintenant que les gens font plus attention à leur budget. Même si nous, on a des produits qui vont leur permettre de faire des économies sur le long terme, on a quand même des produits qui coûtent un certain prix, parce qu'ils sont fabriqués en Belgique et qu'on paye les gens dignement. On sort de 2 ans de Covid. Pour les Horeca, par exemple, c'était déjà une catastrophe. Et on arrive dans une crise énergétique. Et malheureusement, à l'heure actuelle, les commerçants n'ont droit à aucune aide au niveau des factures d'électricité et de gaz. Même si, justement, on essaye de réduire notre empreinte écologique, malheureusement, les frigos, etc., on en a besoin. Ça consomme énormément. Les solutions viennent de l'industrie. Pas le monde politique qui va mettre en place de nouvelles solutions, les produire et les valider dans le monde du bâtiment. C'est les industriels qui prennent leurs responsabilités, comme nous, comme nos confrères, on y va, on travaille, on délivre. Maintenant, le monde politique peut intervenir et doit intervenir à 2 niveaux. Premièrement, à un niveau supranational, donc au niveau européen, il faut que l'on ait des plans de rénovation de l'industrie verte. Voilà. Donc il faut un vrai Green Deal industriel qui aide les industriels que nous sommes à pouvoir aller beaucoup plus vite dans le développement industriel et la présence de nos solutions sur les marchés. On est en plein dans le débat de la stratégie industrielle européenne en réponse à la stratégie des États-Unis qui a décidé d'injecter des milliards en soutien à leurs entreprises en vue de la transition. Et donc aujourd'hui, l'enjeu de la transition, c'est aussi pour sauver notre économie, c'est aussi pour permettre à nos entreprises de continuer à être leaders dans les secteurs où elles sont, mais dans le monde décarboné. Ça, c'est au niveau européen. Ensuite, au niveau régional, donc au niveau des écosystèmes où on est, voilà, ici en Wallonie, il y a une obligation du monde politique d'accompagner ces solutions dans les prescriptions, dans les bâtiments qui sortiront de terre cette année et dans les 30 prochaines années. Voilà. Ils doivent avoir un rôle de booster pour mettre en avant ces solutions et les utiliser. Pas uniquement en parler, mais le faire. Terminons avec le pourquoi. Une question qui sera au cœur d'un congrès économie organisé par Écolo à Mons. La question qu'on se pose d'abord prioritairement, c'est la question du sens. Aujourd'hui, quel est le sens de l'économie? En fait, je crois que notre rôle, c'est vraiment de montrer aux gens que
c'est pas si compliqué en fait de rentrer dans un mode durable. Ça demande quelques petites adaptations. Et ça, on a appris à nos clients, c'est justement nos contenants réutilisables. Au début, ils étaient un peu réticents parce qu'il faut payer. Mais en fait, ils se rendent compte que c'est super pratique. Au début, c'était difficile. Comme je dis souvent, quand on est tout seul à faire quelque chose, c'est pas facile, mais quand on est 1 million, tout de suite, ça devient plus facile. Donc au début, c'était difficile. J'avais des retours assez dégoûtés comme ça de produits lavables. Ah, mais je mettrai jamais ça, etc. Mon entourage aussi, hein, ma famille et autres. Donc c'était assez difficile, mais je m'en fiche, je continue dans mes convictions. Je pense que c'est très important que toute entreprise puisse avoir une démarche autre qu'économique, en fait. Une démarche vraiment qui vient du profond. C'est un principe, en fait, comme une valeur de base. Aujourd'hui, on est tout petit et on voit des jeunes talents qui arrivent. Et effectivement, ils pourraient avoir des rémunérations supérieures dans des grands groupes, mais ils viennent par conviction, parce qu'ils ont envie de travailler un produit qui donne sens à leur vie professionnelle et dont on est fier. Évidemment qu'on est tous conscients d'enjeux, d'urgence, à des degrés différents, mais moi personnellement, me sentir utile pour une mission qui est beaucoup plus grande que moi, sentir que je contribue très très concrètement à la transition écologique et économique, au fait que j'essaie concrètement de contribuer à un projet qui veut créer de l'emploi local, qui veut aussi reconscientiser les travailleurs par rapport à leur rôle, par rapport à leur pouvoir dans les entreprises. C'est autant d'ingrédients qui, tous les jours, sont incroyablement exaltantes et enthousiasmantes. Et donc, en fait, j'aurais presque envie d'inviter tous les travailleurs qui sont en manque de sens et qui se questionnent sur à quoi je passe mon temps. Et alors ouais, peut-être j'ai un très beau salaire et un certain nombre d'avantages, mais est-ce que vraiment ça fait le poids contre une activité professionnelle où tous les jours on a l'impression d'être utile? Tous les jours on a l'impression d'être fier, de se dire ok, j'ai fait quelque chose qui me construit, avec lequel je suis 100% aligné. Et donc ça aujourd'hui, ça fait que ouais, vraiment c'est trop bien. Et c'est trop bien de voir qu'on a été le déclencheur d'un projet qui nous dépasse et qui donne de l'emploi à tellement de gens. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ensuite, donc c'est un peu long, vous couperez à mon avis ce qu'il faudra. Je suis vraiment convaincu que les entrepreneurs, les industriels sont au cœur de cette transition. Et que si on n'arrive pas à les prendre avec nous, à leur dire voilà, on va faire ça ensemble en fait, qui est le défi de notre génération, de notre humanité. Ce défi, en tout cas à l'échelle 2030, 2050 pour la neutralité carbone, il faut qu'on le fasse ensemble. L'économie, c'est la liberté. Chacun a la liberté d'entreprendre et de faire en sorte que les biens qu'il produit ou qu'il propose soient disponibles pour les autres. Ce n'est pas l'État qui décide cela, c'est la liberté. Donc si on veut avancer, si on veut lutter contre les dérèglements climatiques, si on veut aller loin, on a besoin de le faire ensemble et de considérer les entreprises comme des partenaires. Aujourd'hui, on ne peut plus défendre un modèle de croissance limitée. C'est d'ailleurs un modèle économique, j'ai tendance à dire, qui fatigue, qui exploite de la même manière notre environnement que les êtres humains. Le mot de la fin reviendra à Linda. Nous l'avons rencontrée lors de nos tournages. Parce que notre avenir, notre économie, c'est elle. C'est pour elle. Aujourd'hui, le focus, il est généralement sur l'argent. Et en fait, je pense que si on le mettait sur l'humain, ça permettrait quand même aux entreprises de s'étendre et être dans l'abondance financière. Mais ça apporterait quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus pur et qui permettrait d'enclencher des changements plus profonds vers un mieux-être et vers une société plus écologique et en meilleure santé mentale, physique, psychologique, tout ce qu'on veut. Voilà.